Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux sociétés civiles. Le dossier du jour s'intéressera au rôle dont elles peuvent faire preuve en faveur de l'autonomisation de la femme. Et au sommaire également de cette émission, report de l'élection béninoise au mois de mars. En cause, un retard accusé dans la distribution des cartes d'électeurs. Et puis la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a été reportée également. Elle aura lieu au mois de mars à Luanda, au cœur des discussions, la crise burundaise. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invitée, Marie-Thérèse Altermat-Massing, vous êtes présidente du GIFA, le groupement international d'investissement des femmes actives. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invitée, bonsoir. Et nos éditorialistes, Gratien Roukindikiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Malik Acher. Malik, bienvenue. Merci Amira, un plaisir de vous retrouver et bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. L'élection présidentielle au Bénin n'aura finalement pas lieu le 28 février en cause le retard dans la distribution des cartes d'électeurs face aux demandes pressantes de quelques candidats. La Cour constitutionnelle a accepté de reporter le premier tour au 6 mars. C'est un reportage qui nous a été préparé par notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Report du premier tour de la présidentielle au Bénin. La Cour constitutionnelle a autorisé le report de la date du premier tour de l'élection présidentielle initialement prévue le dimanche 28 février 2016 au dimanche 6 mars 2016. Ce jeudi, lors d'une réunion entre la Commission électorale nationale autonome et les candidats, il avait été décidé de reporter la campagne électorale qui devrait démarrer ce 12 février. Le report est effectif, il n'y aura pas de campagne à partir du 12 février. Nous nous retrouverons le 15 ou le 16 pour évaluer les progrès en vue d'opter pour l'utilisation des nouvelles cartes que tout le monde attend ou le retour aux anciennes cartes. C'est donc le retard accusé dans la distribution des cartes d'électeurs qui est à la base de ce report de la présidentielle au 6 mars 2016. À la date du 10 février, seuls 59% des cartes d'électeurs avaient été imprimées. L'opérateur technologique en charge de l'impression des cartes prévoit la fin de ses travaux le 15 février. Nous retenons donc le principe du report pour le 28. Deuxièmement, questionnement. On va avec quelle carte? Là aussi, à mon avis, bon, vous connaissez ma position quand je suis arrivé là. Là aussi, ils ont laissé ouvert. Jusqu'au 15, est-ce qu'on aura fini les nouvelles cartes? Est-ce qu'on n'aura pas fini les nouvelles cartes? 33 candidats sont encore en lice pour le scrutin présidentiel au Bénin. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit pour l'instant dans les départements du Borgou, Alibori et du littoral. Malik, un retard dans la distribution des cartes d'électeurs, c'est ce qui explique ce report. Comprenez-vous ce manque d'anticipation de la part des autorités compétentes? Non, je ne le comprends pas. Ce sont des dysfonctionnements récurrents dans les pays africains et il y a un moment donné, il faut se poser la question de l'organisation des élections. Les autorités doivent réfléchir à comment être prêts en amont à justement tenir ces élections dans le bon ordre. C'est dommage, d'autant plus qu'il y a juste un report d'une semaine. Alors on verra bien si dans une semaine tout sera prêt. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans beaucoup de pays, on n'a pas besoin de la carte d'électeur pour aller voter. Donc je pense que si, justement, de ce côté-là, de la bureaucratie, on améliorait les choses, ça serait bien. Pourquoi ne pas permettre aux gens de venir voter avec leur simple carte d'identité? Et en plus, d'autant plus que le processus, justement, de la biométrie se généralise en Afrique. Donc il y a une modernisation de l'administration qui est en cours à travers les pays africains. Je parle pour les pays africains parce que le cas du Bénin ressuscite un peu ce problème qui est un peu général, qui n'est pas juste lié au Bénin. Donc il faudrait réfléchir à ça. C'est dommage de revoir toujours ces problématiques se répéter. Oui, c'est vrai, Gratien, ce n'est pas un problème béninois, malien, burkinabé. Ce problème au niveau des cartes d'électeurs, ça devient récurrent sur le continent africain. Oui, c'est un problème qui est récurrent. Mais en même temps, c'est qu'on n'anticipe pas. On sait bien qu'il va y avoir des élections. Il faudrait que les pouvoirs préparent déjà ces cartes bien longtemps à l'avance. Il ne faut pas que ça soit juste le jour même. Mais je dois souligner qu'il y a vraiment quelque chose de positif dans ce qui se fait au Bénin. Il y a le volet démocratique. Je pense qu'il y a une leçon de maturité politique, démocratique,
du Bénin, parce que dans d'autres pays, il y a d'autres pays où ils auraient forcé, ou éventuellement, comme il n'y avait que 15 candidats sur 33 qui demandaient le report, ils auraient dit tout simplement, on vous ignore, si vous voulez vous boycotter pas. Il y a dans certains pays, on force, mais cette fois-ci, ils ont tenu compte des réclamations et donc ils sont allés. Le problème matériel, c'est un problème d'organisation, comme ça se passe dans certains pays africains. Mais pour moi, la plus-value, c'est surtout comment rebondir avec ce problème. Il y a un problème qui se pose, on sait bien rebondir, on sait prendre des solutions dans la concertation. Pour moi, c'est une grande leçon de démocratie pour d'autres pays africains. Madame Altermat Massing, un premier couac avant même le début de la campagne électorale, qu'est-ce que cela augure? Déjà, regardons le verre à moitié plein. Saluons déjà cet État qui s'aligne dans la démocratie, bravo. Le président sortant a fait 2 mandats, il est parti. Maintenant, il va falloir que les pays se préparent. Le continent d'ailleurs doit se préparer à la démocratie. Ce n'est pas la veille qu'on s'aperçoit que les cartes électorales ne sont pas distribuées ou elles ne sont pas viables. Ça se prépare en amont. Ici, par exemple, en France, 1 mois avant, il faut que les cartes soient délivrées, validées avant que l'élection n'ait lieu. Donc là, maintenant, donnons du temps au temps. 1 semaine, c'est pas grave. On verra ce qui va très très bien se passer. Mais espérons que ça ne va pas encore se répéter comme plusieurs fois dans plusieurs pays. Et c'est toujours les mêmes problèmes. Et oui, Malik, peut-on encore espérer justement qu'aucun problème logistique ne vienne entacher le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle? Je pense que les autorités béninoises ont pris le problème à bras-le-corps sur ce sujet-là, sur le problème justement des infrastructures, parce que je pense que les élections qui sont à venir ont été financées, il y a eu un budget qui a été alloué, donc pas de problématique là-dessus. Du moins, il faut quand même être vigilant, parce que nous avons vu dans d'autres pays justement ce problème qui se posait d'infrastructures, de bureaux de vote, d'assesseurs, de personnes qui n'étaient pas encore présentes le jour du vote et qui étaient indispensables justement pour le déroulement du scrutin. Donc effectivement, là, on en revient toujours à ce problème organisationnel. Quand on parle des cartes d'électeurs, on évoque en même temps justement ce problème de logistique. Bon, le Bénin n'est pas un pays très 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 vaste. Bien évidemment, il faut que les centres où vont se dérouler le scrutin soient assez proches des foyers de population. Ça, c'est normal. Mais j'ai pas de soucis. Enfin, j'ai pas comment dire, de réserve face à cette élection. Gratien, pareil, vous partagez l'optimisme de Malik quant au déroulement du scrutin présidentiel au Bénin? Oui, je partage l'optimisme, parce que c'est un pays qui est vraiment, on a vu le cheminement de la démocratie après la conférence nationale. On a vu aussi, on voit bien comment les Béninois se comportent. On sait bien que même s'il y a beaucoup de candidats, ce qui est très bien, le président ne se représente pas, ce qui est très bien aussi, parce qu'il y a moins de cas de fraude, de tricherie, parce que le président ne se présente pas, même s'il y a un candidat qui le soutient. Donc, espérons, on peut compter vraiment sur, disons, la sagesse du peuple béninois qui a déjà montré au niveau de la démocratie en Afrique, surtout avec le multipartisme en Afrique. C'est un pays qui a montré l'exemple et aujourd'hui aussi qui a montré par exemple que le président qui a dit bien « je ne fais pas un 3e mandat, je ne vais pas changer la Constitution », c'est une très bonne leçon pour d'autres pays africains. Surtout en ce moment. Oui. Et justement, on va parler du Burundi, du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, puisque la crise burundaise va être au cœur des pourparlers de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Elle réunira ses différents chefs d'État au mois de mars à Luanda, la capitale angolaise. C'est un sujet d'Aliou Nguindo commenté par Liselsia Kizimana. Report de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Initialement prévu pour ce 12 février 2016, les chefs d'État de la région des Grands Lacs vont finalement se réunir en mars 2016. Ce 6e sommet sera axé principalement autour de la recherche de solutions à la situation politique et sécuritaire dans la région. Sur le plan sécuritaire, il y a la question de la RDC, la question du Burundi, la question de la Centrafrique et puis d'autres questions, bien sûr, qui lient la région. Ça, c'est encore sur la table des chefs d'État. Au-delà de ça, le plus grand problème aujourd'hui, c'est sur le plan politique. L'année 2016 est voulue dans beaucoup de pays
une année électorale. Vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, vous prenez le cas de la République démocratique du Congo, pour ne prendre que ces deux cas. En mars 2016, les chefs d'État de la région des Grands Lacs vont également revenir sur la question de la crise que traverse le Burundi depuis avril 2015. De même, la réélection de l'Angola à la tête de la CIRGL à la faveur d'un consensus des pays membres de l'organe régional sera aussi un des points clés de la réunion. La question du Burundi, à mon avis, doit être résolue par des voies diplomatiques. C'est une question qui ne peut pas trouver sa solution par la force. Parce qu'au-delà de l'intervention militaire, il y a des textes qui régissent les relations entre les États. Et donc, la CIRGL, comme une organisation régionale, ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes du Burundi. Et ça, c'est un problème sérieux. On l'a vécu lorsque l'Union africaine voulait déployer sa force au Burundi. Le gouvernement a refusé et le gouvernement a estimé que ce serait une violation. La CIRGL regroupe l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Malik, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs regroupe une liste de pays qui vient d'être énoncée à la fin de ce reportage. Parmi eux, de nombreux pays en crise, dont le Burundi, la Centrafrique ou encore le Sud-Soudan, pour ne citer que. Les enjeux de ce rendez-vous sont donc nombreux et importants. Oui, ils sont très importants et vous avez raison de citer tous ces pays qui ont connu aussi des difficultés et qui connaissent aussi actuellement des difficultés pour certains pays. Je pense par exemple à la RDC. J'ai bon espoir qu'il y ait... il faut saluer quand même cet activisme de l'Angola, qui a quand même essayé de lancer des processus comme ça pour la paix et la réconciliation, notamment au Burundi. Malheureusement, il y a eu un report. Je n'ai pas de doute que l'Angola continuera sur cette voie-là parce que ce même pays, comme vous le savez, a été touché par une terrible guerre civile. Qui date depuis plusieurs décennies, mais qui a pris son apogée malheureusement dans les années 90. Et je pense que l'expérience justement malheureuse de l'Angola, de cette fin de guerre civile, peut aider à la résolution des conflits parce qu'on a eu des conflits en Angola, décidément, qui étaient internes. C'est une guerre civile et malheureusement, c'est ce qui se répète au Burundi. Donc j'espère que cette expérience-là va être mise au profit du Burundi qui est très réfractaire les autorités du Burundi sont très réfractaires à trouver une solution politique afin de cesser le bain de sang. Donc j'espère que cette conférence qui va être reportée va porter ses fruits. Néanmoins, quand on regarde la situation actuelle des pays de la région, difficile de croire que les présidents en place, je ne parle pas pour tous les présidents, mais pour certains présidents, de permettre une résolution durable du conflit, par exemple au Burundi. Quand on voit des présidents qui sont là depuis longtemps et qui ont été malheureusement initiateurs de certains conflits eux-mêmes, j'ai des doutes. Gratien, vous êtes un peu spécialiste de la question burundaise. Une attention particulière sera donc accordée à la crise actuelle au Burundi. Que doit-on espérer de ce sommet quand on sait que la communauté internationale, depuis le début, a beaucoup, je dirais même énormément de mal à négocier avec le pouvoir burundais? D'abord, je vais réagir par rapport à ce que Malik a dit. Déjà, dans cet ensemble qui est censé, disons, régler les questions de sécurité au niveau de la sous-région des Grands Lacs, qui s'est beaucoup élargie. Je dois dire que l'Angola a une position qui est, pour certains, pour beaucoup de Burundais, n'apprécient pas parce que il s'est beaucoup rapproché du pouvoir de Nkurunziza, qui est d'ailleurs, l'Angola qui fait partie des pays qui ont bloqué l'envoi des troupes au Burundi. Et aussi, on doit dire que c'est un ensemble où il y a beaucoup de jeux, beaucoup d'enjeux. Il y a des présidents, par exemple, il y a une lutte de pouvoir, une lutte de leadership dans la sous-région. Il y a le président angolais Dos Santos, il y a le président ougandais Museveni, il y a aussi la Tanzanie qui réclame sa place. Et de cette façon, on voit bien qu'il y a des tiraillements par rapport à la question burundaise. Les trois pays n'ont pas la même position. L'Ouganda qui soutient l'envoi des troupes, la Tanzanie qui un jour opposé, un autre jour qui est d'accord, et l'Angola qui garde de bonnes relations avec le président burundais. Donc, il y a des difficultés d'abord de s'entendre. Je pense même que
Le report de cette réunion est dû au fait des disparités, disons, des divergences entre les chefs d'État sur cette question, parce qu'il y avait déjà une réunion technique des chefs d'État-major et des ministres qui était en cours. Donc, on peut dire qu'on ne pourra pas vraiment régler la question avec l'ensemble de cette région. Madame Altermat-Massing, doit-on espérer, doit-on attendre beaucoup de ce sommet? Ben oui, déjà l'initiative du président Dos Santos est louable. Il veut que la crise cette assise puisse rapporter quelque chose de paix. Mais le problème, c'est une question d'idéologie. Quand on sait que le président burundais, il s'enlise au pouvoir parce que, soi-disant, il a été envoyé par Dieu. Donc c'est déjà quelque chose, ce n'est même plus question de leadership ni de politique, c'est question idéologique. Hein. Donc il va falloir maintenant voir de quel côté on va trouver des solutions politiques à cette crise qui, comme vient de dire le monsieur, il y a certains pays aussi qui sont en crise, le Soudan et autres. Donc il y a beaucoup à faire au niveau politique. Et encore une fois, bravo aux Africains qui vont trouver des solutions aux problèmes africains. Gratien, très rapidement, parce qu'il faut le rappeler, le Burundi inquiète au-delà de la sous-région. L'Union africaine veut toujours déployer une force militaire, mais avec le consentement du Burundi. Il y a la France qui ferait pression sur le Conseil de sécurité de l'ONU pour, elle, déployer une force de police. Les volontés sont là, mais pour autant, depuis le début, la crise sécuritaire prend de plus en plus d'ampleur. Pierre Nkurunziza s'enlise vraiment dans le pouvoir. Il a un peu une politique jusqu'au boutiste. Dans un tel contexte, Gratien, qu'est-ce que vous préconisez ? C'est difficile de savoir ce qu'on peut préconiser, mais en réalité, il faut dire vraiment que le peuple burundais souffre. Il y a des tueries, il y a des viols, surtout un phénomène qui se développe, le viol des femmes, un phénomène qui ne s'est jamais développé au Burundi. Aujourd'hui, disons, cautionné par le président, par Nkurunziza, et on voit la communauté internationale qui ne réagit pas. Sans l'envoi des troupes au Burundi, il n'y aura pas de solution, parce que Nkurunziza, il est là, il ne veut pas discuter avec personne. Ou, ce qui va se passer, on est dans une période, une phase pré-génocidaire. Si on le laisse, il va y avoir un génocide. Mais le génocide, ça peut se passer comme en Allemagne avec Hitler, ça peut se passer aussi comme au Rwanda. Au Rwanda, ça s'est passé en quelques jours, en quelques semaines. En Allemagne, Hitler, son génocide a duré des années. Au Burundi, le génocide peut durer une année, il peut y avoir des massacres de la communauté Tutsi et aussi des Hutus qui sont opposés à ce troisième mandat. Il en va de la crédibilité de la communauté internationale. On peut toujours regarder en essayant que Nkurunziza va dire oui. Non, Nkurunziza ne dira jamais oui parce qu'il dit que, comme notre invité l'a dit, c'est l'envoyé de Dieu. Dieu lui a dit de rester. Donc, finalement, on va demander si c'est le Dieu qui va le retirer de là-bas. Je pense que c'est plutôt la communauté internationale. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.